Donc, troisième remise en question et fin de cette première partie du corrigé sur l'angle paradoxal sur le sujet. Enfin, si les religions ont d'abord servi de systèmes moraux, ne peut-on pas penser que la morale peut être remplacée dans ses fonctions et dans ses finalités? Donc, ne peut-on pas penser que la morale peut être remplacée dans ses fonctions et dans ses finalités par d'autres systèmes de règles? Par d'autres systèmes de règles. Ainsi, par exemple, n'observe-t-on pas depuis déjà plusieurs décennies un phénomène que l'on qualifie de, prenez votre souffle, juridicisation de la société. Un phénomène de juridicisation de la société. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que ce phénomène de juridicisation? C'est-à-dire une extension dans nos sociétés modernes. Ça a commencé aux États-Unis et c'est arrivé depuis déjà maintenant un certain nombre d'années en Europe. Une extension donc dans nos sociétés modernes du champ du droit au détriment du champ de la morale qui tend à se restreindre, ce champ qui tend à se restreindre, voire à disparaître. Pour des raisons d'ailleurs, du coup, vous voyez que là, c'est une porte énorme qui s'ouvre dans la problématique de ce sujet. C'est qu'évidemment, s'interroger sur peut-on se passer de morale, vous obligeait à penser à un domaine de remplacement. C'est-à-dire, oui, de fait, d'ailleurs, ça pouvait prendre cette forme. Aujourd'hui, la morale semble avoir disparu. Les valeurs absolues semblent être remises en question. Alors, il y a mille et une façons de développer ça. L'individualisme, le relativisme en particulier. Certains ont cité Lipovetsky, Gilles Lipovetsky et tout son travail sur l'ère du vide. Son petit essai, il en a écrit d'autres. Je ne suis pas une fan, mais c'est intéressant. Et c'est vrai que son constat est en partie assez juste. On voit bien qu'on est dans une relativité totale, qui fait d'ailleurs qu'on est extrêmement tolérant vis-à-vis de comportements vis-à-vis desquels on était totalement intolérant autrefois. Y compris de comportements qui sont tout à fait scandaleux du point de vue d'une définition du bien et du mal. Et puis, il y a aussi une forme d'individualisme qui fait que chacun de nous n'est pas forcément emprunt à avoir un comportement très moral, sachant d'ailleurs que les autres non plus. Il y a aussi cette idée de pourquoi moi je respecterais là où d'autres ne respectent pas. Alors ça a produit quoi? Ça a produit ce recul de la morale, ça a produit une extension considérable
du droit. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème de relation entre des individus, ça ne se règle plus comme autrefois par une discussion morale et par des comportements moraux, mais ça se règle dans des tribunaux, voilà, avec des avocats. Et on peut même se demander dans quelle mesure le droit lui-même n'est pas devenu complètement immoral et en tout cas amoral. Donc est-ce que vraiment il remplace la morale ou pas? On peut se poser la question. Donc, et à partir de là, évidemment, si on fait ce constat, il faut l'interroger, c'est-à-dire est-ce qu'on peut remplacer la morale? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas la remplacer, qu'on ne pourra jamais la remplacer? Si vous arrivez à démontrer qu'on ne pourra jamais la remplacer, ça veut dire qu'il faut réfléchir sur les moyens de réintroduire des valeurs absolues dans notre société. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Je signale au passage que moi, ça me fait immédiatement penser, évidemment, à Ruvène-Ogian, dont je ne sais plus si je vous avais conseillé la lecture. Ça vaut largement Lipovetsky. Ruvène-Ogian, qui est un grand philosophe français, malheureusement décédé en 2017, je crois, récemment, est auteur de ce qu'on appelle le minimalisme moral. Alors, il a entre autres écrit un petit essai que moi j'aime bien qui s'appelle « Mon dîner chez les cannibales ». Mon dîner chez les cannibales. Donc en fait, il reprend le fameux chapitre de Montaigne des essais sur les cannibales, où Montaigne introduisait déjà cette idée d'un relativisme culturel qui amenait progressivement à Excusez-moi, vous voulez qu'on ferme la fenêtre, c'est ça? Oui, bien sûr. Relativisme, oui, là, vous devez commencer à avoir froid, là. Oui, relativisme culturel qui oblige à aller vers un multiculturalisme. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant chez Ruvène-Ogian, c'est que Ruvène-Ogian, si vous voulez, il accepte l'idée d'un multiculturalisme. Il ne veut pas rentrer dans ce débat franco-français de est-ce qu'on est pour ou contre le multiculturalisme? Il considère, si vous voulez, que cette question, elle n'a plus de sens. Notre société est multiculturelle. Voilà. Donc, à moins de rétablir un système totalitaire, un fascisme qui mettrait hors de France, qui bouterait hors de France tous ceux dont la culture n'est pas culture du cru, et personne, quand je dis du culture du cru, c'est-à-dire du terroir, mais en fait personne ne sait exactement ce qu'on va définir par une culture du terroir, puisqu'en fait dans le terroir, il y a de multiples cultures aussi, de multiples cultures régionales. Donc le multiculturalisme, c'est à la fois les cultures de personnes venues d'ailleurs, et puis c'est aussi les cultures des différents peuples français, puisque finalement le peuple français n'est devenu un et un seul peuple globalement qu'avec la royauté et l'unification de l'État français par le roi, et deux, par la démocratie qui elle va la République, qui, elle, va avoir une autre définition, d'ailleurs, de l'unité du peuple et de ce qu'est un peuple, puisque avec la monarchie, le peuple est un ensemble de sujets, alors qu'avec la démocratie, le peuple devient un ensemble de citoyens. Donc, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc, Ruvène-Ogian, si vous voulez, il prend acte du multiculturalisme. Et à partir de là, il montre qu'on ne peut pas remettre en question le système de croyance des gens.
Chaque personne a son système de croyance. Chaque communauté a son système de croyance. Et il est tout à fait respectable. Pour peu que ce système de croyance, si vous voulez, se règle sur quelques grandes valeurs morales et quelques grands principes républicains. Voilà. Alors, ce n'est pas la peine de les multiplier. Il y a quelques grands principes républicains. J'en discuterai dans la prochaine partie du cours, puisqu'on va basculer sur toute la question de la philosophie politique. Donc je reviendrai sur République, démocratie, dans ce cours-là. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est les principes moraux. Et le minimalisme moral, si vous voulez, c'est un système moral qui, finalement, n'établit que quelques grands principes moraux de base. Quelques grands principes moraux de base. Et ces grands principes moraux de base, c'est en particulier de ne jamais porter atteinte physiquement et psychiquement à autrui. Et alors c'est tout bête, hein. Alors c'est même pas ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. C'est vis dans le respect de l'intégrité physique et morale d'autrui. Donc ne fais pas de mal à autrui, quel que soit par ailleurs son système de croyance, quelle que soit la communauté culturelle à laquelle il appartient. Et Ruvén-Auggian s'est beaucoup battu. Alors je ne dis pas que c'est... qu'il faudrait bien sûr réfléchir sur à la fois l'intérêt et en même temps les limites de ce minimalisme moral, mais il n'y a pas beaucoup d'initiatives proposées aujourd'hui par les philosophes face à ce constat de cette grande variabilité des systèmes de croyances. Et vous voyez bien qu'il faut éviter deux dangers. Le premier danger, ce serait un retour à l'autoritarisme absolu, qui serait d'imposer à tout le monde un système de croyances, un système de valeurs, un système de règles. Et puis l'autre danger, c'est l'individualisme narcissique, anomique, où chacun fait ce qu'il veut et où les différends ne se règlent que dans les tribunaux. Donc mérite quand même à ce philosophe, Ruvén-Auggian, d'avoir proposé une solution. Bon. Et de nous dire si déjà chaque être humain se donnait pour règle de ne pas agresser par les mots, par les gestes, par les comportements les autres, ça irait mieux. Nos sociétés seraient plus vivables qu'elles ne le sont devenues. Alors, je complète du coup ma problématique. Bon, ma problématique, elle fait une page là maintenant. Donc elle est très très précise. Évidemment, je ne vais pas écrire une page de problématique dans mon introduction. Mais dans mon esprit, plus la problématique est vraiment précise, plus je sais exactement quels vont être les points. D'ailleurs, je peux faire une liste après. N'hésitez pas à le faire. Des points fondamentaux, de choses que vous voulez traiter, de thèses que vous voulez développer, d'arguments absolument importants pour vous
Donc vous pouvez, quand au moment où vous allez construire votre plan général, votre plan détaillé, pardon, vous dire ça c'est vraiment vraiment important, il faut que je le mette à un moment ou à un autre. Après, si vous voulez, une fois que vous avez une problématique, une logique aussi argumentative, j'oserais dire qu'après c'est du bricolage. Et c'est voilà, c'est un puzzle, on agence les choses, on met ça là, on met ça là, etc. Et ça, ça devient facile pour vous, plus vous avez de références, plus c'est facile. Alors, je ne reprends pas le début de la problématique, ni ce que j'ai formulé, donc l'homme est-il par nature si mauvais qu'il faille régler sa conduite par des règles morales ? Pourtant, ces théories qui disent que l'homme est naturellement bon, que l'homme est naturellement mauvais, ne sont-elles pas justement des constructions imaginaires ? Qui peut prétendre savoir ce qu'est la nature de l'homme ? Donc ça, ce serait le deuxième temps de la problématique. Et puis, on est arrivé à un troisième temps. Alors par contre, le troisième temps, je vous le reformule. Le besoin de la morale... Le besoin de la morale répondrait alors à une forme de réalisme. Donc le besoin de la morale répondrait alors à une forme de réalisme, prenant en compte les hommes tels qu'ils sont. Donc prenant en compte les hommes tels qu'ils sont, et les sociétés avec leur finalité, non pas en soi morale, donc avec leur finalité, non pas en soi morale, mais plutôt pragmatique. Et quand je dis que la finalité d'une société elle est pragmatique, ça veut dire la sécurité, et 2, la paix au sens de la concorde. Et à partir de là, j'articule avec la question que j'ai posée tout à l'heure, c'est-à-dire, mais si les religions ont d'abord servi de systèmes moraux, eh bien, ne peut-on pas penser que la morale peut être remplacée par d'autres systèmes de règles ? Ne peut-on pas penser que la morale peut être remplacée par d'autres systèmes de règles, etc. Donc, je ne reprends pas toutes ces questions. Si vous y regardez bien, et si vous vous replacez très loin dans l'histoire, les sociétés théocratiques se passaient de la morale. Elles se passaient de la morale. Parce que la religion faisait office de morale. Tout simplement. Je dirais que nos démocraties libérales se passent de la morale parce que elles se sont construites sur le juridique, elles se sont construites comme des états de droit. Une démocratie, c'est d'abord un état de droit. Et soyez prudents parce que j'ai vu beaucoup de copies où pour vous, une règle est nécessairement morale. Mais non. Vous ne pouvez pas confondre les règles morales et les règles du droit. Même si vous pouvez ensuite faire tout un raisonnement pour montrer que le droit dépend de la justice et que la justice est un idéal moral. Et donc que le droit doit dépendre de la morale. Mais il faut quand même que vous fassiez la différence dans une société entre le domaine de la morale, le domaine du droit et le domaine de la politique.
Et d'ailleurs, les meilleurs développements que j'ai vus, puisque j'ai vu personne s'est posé la question de savoir si on pouvait inventer, enfin si un autre domaine pouvait remplacer dans ses fonctions et ses finalités la morale. Mais par contre, j'ai vu parfois, dans 2 ou 3 copies, j'ai vu un très bon développement sur le rapport entre morale et politique. Vous avez parfois interrogé, grâce à Machiavel d'ailleurs, l'immoralisme politique et montré que dans un système où il y a une forme d'immoralisme politique, on se passe de la morale. Et vous avez eu absolument raison. Une société peut fonctionner sur quelque chose qui relève d'une immoralité politique. D'ailleurs, il n'y a qu'à suivre l'actualité tous les jours, de voir qu'effectivement, on a quand même des dirigeants qui sont mis en examen et dont on sait que ce ne sont pas des chantres d'une grande moralité publique et personnelle, et qui pourtant gouvernent et exercent le pouvoir. Donc, et c'est d'ailleurs ce que dit Machiavel. Quand je vous disais que les hommes politiques ont le prince comme livre de chevet, j'entendais évidemment par là que certains ne s'embarrassent pas de la moralité et savent très bien qu'on peut mener une société. Alors, j'ai apprécié aussi ceux qui ont montré qu'on ne pouvait peut-être pas la mener si longtemps que ça. Et que lorsqu'on était dans une trop grande impunité politique, alors on pouvait basculer dans quelque chose qui allait amener des révolutions, qui allait amener des émeutes, qui allait amener des insurrections, parce qu'un peuple ne peut pas éternellement supporter le pouvoir d'individus qui se comportent de façon immorale et qui décrètent que ce qui est bien est mal et ce qui est mal est bien, hein, et qui inversent le bon sens des valeurs morales. Mais, alors j'ai pas tout à fait fini mon questionnement, mais à supposer, si vous voulez, qu'on arrive à démontrer qu'il y a des domaines comme le droit, comme la religion, qui pourraient remplacer la morale. Mais faire abstraction de toute moralité, en l'homme, de toute expérience morale, au cours d'une existence humaine. Eh bien, n'est-ce pas priver l'individu de sa responsabilité? N'est-ce pas priver l'individu de sa responsabilité et donc de sa liberté? J'avance encore. Au final, si une société peut se passer de morale, si l'homme n'a peut-être pas besoin de morale compte tenu d'une hypothétique nature bonne, donc si l'homme n'a peut-être pas besoin de morale compte tenu d'une hypothétique nature bonne, ou bonne nature, comme vous voulez, la morale comme expérience intime du bien et du mal. La morale comme expérience intime du bien et du mal, c'est-à-dire comme expérience de la culpabilité
et de la responsabilité. Intime parce que ça se fait en mon fort intérieur. Eh bien, la morale comme expérience de la culpabilité, comme expérience, donc vous avez compris, individuelle, là je me place du point de vue de l'individu et non pas du point de vue de l'humanité ou du point de vue du corps social, eh bien, cette expérience-là n'est-elle pas toujours nécessaire et surtout inévitable ? Donc cette expérience n'est-elle pas toujours nécessaire et inévitable ? J'oserais amener... donc vous voyez que là, j'avance sur le concept de morale, en fait. Je précise ce concept de morale. La morale n'est plus simplement un ensemble de valeurs. Alors, c'est plus un ensemble de règles. Ça, c'est vraiment une définition qui est extrêmement superficielle de la morale. Ça n'est même plus simplement un ensemble de valeurs que j'acquerrai, que j'essaierai de suivre, mais ça devient, si vous voulez, une expérience. La morale, en fait, c'est le nom qu'on donne à l'expérience que chacun fait de sa propre moralité ou immoralité d'ailleurs. Je vous rappelle que si vous opposez morale à amoralité, alors à ce moment-là, un être moral, c'est un être qui fait tout autant l'expérience du mal qu'il fait l'expérience du bien. Si vous opposez moralité et immoralité, alors un être moral, c'est celui qui s'efforce d'éviter le mal pour aller dans le sens du bien. Donc il y avait quand même ces deux niveaux aussi dont il fallait tenir compte. Allons encore plus loin dans la remise, dans le questionnement conceptuel de ce sujet, dans les enjeux conceptuels. Ainsi, la morale n'est-elle pas toujours une construction entre nature et culture ? N'est-elle pas toujours une construction entre nature et culture ? Une nature représentée culturellement, puisqu'au fond, nous n'avons pas accès à la nature en tant que telle. Donc nous nous représentons la nature humaine de telle ou telle façon. Donc une nature représentée culturellement et une culture à la recherche d'un respect de la nature. Une culture à la recherche d'un respect de la nature. Une culture à la recherche d'un respect de la nature, là je parle de la nature de l'homme, ça s'appelle une culture écologique. Car l'écologie, c'est pas seulement la nature extérieure. L'écologie, c'est aussi le mouvement de respect de notre propre nature et en tout cas de la façon dont nous nous représentons notre propre nature humaine dans la nature plus générale. Est-ce que vous avez des questions à ce moment-là de l'analyse ? Non ? Alors je passe à l'analyse sémantique et à la deuxième partie. Sous l'angle sémantique, plusieurs éléments de l'énoncé étaient intéressants. Outre le concept de morale, bien sûr, d'ailleurs, pour aller plus vite, je ne vais peut-être pas revenir sur ce concept-là, parce que je m'y suis quand même déjà beaucoup attardée.
Euh, il y a 3 autres éléments qui devaient attirer votre attention et être regardés de près. C'était le on, le verbe pouvoir, peut-on, et puis le verbe se passer de, sur lequel d'ailleurs, là non plus, je ne m'attarderai pas, bien qu'ayant... Moi, je ne l'ai pas spécialement interrogé. Par contre, j'ai vu parfois de très bonnes choses. Et je redis que la dissertation, vous ne pouvez pas tout exploiter, vous ne pouvez pas tout voir. Et on ne peut pas vous pénaliser de ne pas avoir analysé tous les termes de l'énoncé, d'avoir problématisé tous les termes de l'énoncé. Donc, soyez tranquille par rapport à ça. Alors, on vous reprochera de ne pas avoir vu des aspects très importants du sujet, ça c'est sûr. Ne pas avoir vu, par exemple, la question de la nature humaine, si l'homme est naturellement bon, la morale ne sert à rien. Bon, ça, morale sociale, morale naturelle, c'était un peu un incontournable sur ce sujet-là. Interroger la morale dans son rapport à des champs qui pourraient se substituer à elle, comme le droit, la politique, la religion. J'ai vu aussi, d'ailleurs, soit dit en passant, parfois des choses intéressantes aussi sur le rapport moral et éthique, certains ayant posé la question de savoir si finalement aujourd'hui on n'était pas passé d'une société de l'éthique qui s'était en fait débarrassée de la morale. Et malheureusement, je n'ai lu qu'une seule copie. Plusieurs ont abordé le thème de l'éthique, mais j'ai eu qu'une seule copie qui avait bien le texte de Paul Ricoeur en tête et qui a su assez magistralement, je dirais, reproblématiser en fait ce rapport de la morale à l'éthique. Alors ça, c'est des choses, si vous voulez, qui sont, comment dire, qui vont attirer le regard des correcteurs. Non pas le fait que vous ayez tout vu, tout dit, parce que ça c'est quasiment impossible, mais le fait que vous ayez vraiment développé en profondeur un aspect et d'une façon originale et à travers une référence qui est vraiment maîtrisée, précise. Alors là, au niveau de la note, si vous voulez, tout de suite, vous bondissez en avant, si j'ose dire, parce que, et c'est assez facile à faire une fois que vous avez compris en fait ce qu'on allait valoriser, nous, quand on corrige les copies, quand on lit vos copies. Alors bon, du coup, moi, ce passé de, je l'ai entendu au sens de ne pas avoir besoin de. Ne pas avoir besoin de, donc la chose dont on se passe n'est pas nécessaire, pas utile, pas indispensable. Donc, quand on dit se passer de, il me semble qu'on sous-entend que ce serait mieux de la posséder, mais qu'on peut s'en sortir si on ne l'a pas. Voilà. Ce serait mieux de la posséder, mais qu'on peut s'en sortir si on ne l'a pas. Alors j'ai vu des copies, par exemple, qui ont pris le se passer de, alors d'abord en plusieurs sens. C'est toujours bien quand il y a plusieurs sens, quand ça amène un problème. Si ça amène pas de problème, ça n'a pas tellement d'intérêt. J'ai vu des copies où vous avez pris se passer de au sens de renoncer à. Alors c'est pas tout à fait la même chose, mais c'était intéressant. Honnêtement, moi ça m'a intéressé que vous interprétiez le se passer de au sens du renoncement et de réfléchir en fait sur ce que c'est qu'un renoncement. Qu'est-ce que ça veut dire de aujourd'hui finalement renoncer à la morale sur le plan de la société, sur le plan de l'homme et surtout sur le plan de l'individu. Voyez. Alors le on. Je vais surtout m'attacher au peut-on et au on. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure,
Le on peut désigner le je, le nous et l'homme générique. Le on, le nous et l'homme générique. Et ces trois perspectives ont du sens ici. Ces trois perspectives ont du sens parce que chacune peut correspondre à un des sens possibles du concept de morale. Dites-vous que souvent, les concepts vont ensemble. S'il y a trois compréhensions possibles du concept de morale, ça peut correspondre aux trois compréhensions possibles et aux trois sens possibles du « on ». Pensez aussi à ces associations en fait, de moments conceptuels qui fait que deux concepts avancent ensemble parce qu'ils ont le même nombre de sens et que ces sens se correspondent. Alors, du point de vue du « je », d'abord, je vais reprendre ces trois points de vue. Du point de vue du « je », la question serait donc de savoir si un individu humain peut mener son existence sans morale, au double sens de morale sociale, c'est-à-dire sans règles extérieures régissant sa conduite, donc sans règles extérieures sociales régissant sa conduite. Et deuxièmement, sans morale au sens de sans moralité intérieure, sans morale, c'est-à-dire sans préoccupation d'ordre moral. Sans préoccupation d'ordre moral, c'est-à-dire un individu, si vous voulez, qui ne s'interroge jamais sur ce qu'il doit faire, qui ne s'interroge jamais sur les valeurs qu'il doit défendre, qui ne s'interroge jamais sur la dimension bonne ou mauvaise de ses actes et de ses pensées. Alors, si on définit un individu sans morale en ce double sens-là, eh bien, un individu qui se passerait de morale, ça pourrait être différentes choses. Un individu qui se passerait de morale serait donc soit ce qu'on peut appeler un individu cynique. Un cynique. Là, il faut placer le cynisme. C'est-à-dire qui connaît bien la différence entre le bien et le mal, mais qui n'en tient pas compte. Et qui n'en tient pas compte parce qu'il considère la morale comme inutile et contraire à ses intérêts. Donc ça, c'est le cynique. Donc il considère la morale comme inutile et comme contraire à ses intérêts. Un individu sans morale, ensuite, deuxièmement, ça pourrait être un individu amoral.
c'est-à-dire un individu innocent. C'est-à-dire un individu qui, pour diverses raisons, ne connaît pas